Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Cette belle musique que vous entendez, c'est celle de Lou Felchista qui nous fait le plaisir d'être là. On va parler aujourd'hui de thèmes pas faciles, mais qui nous concernent tous. On va parler de la douleur, on va parler des manières de lutter contre la douleur, et puis on va surtout parler du parcours de Lou qui a, d'après le Bouddha, on aurait tous 5 visages. Il y a le visage qu'on donne à voir aux autres, que les autres pensent qu'on a, etc. Alors, il y en a 5. Lou en a beaucoup plus, et vous allez découvrir ses talents de comédienne, ses talents de musicienne, de chanteuse, de youtubeuse / instagrammeuse / tiktokeuse / facebookeuse / bref, créatrice de contenu, c'est plus facile à dire. Talent, je ne sais pas, mais passion, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis vraiment, on va faire en sorte que ce soit un message positif pour tous ceux qui souffrent. Il faut quand même savoir qu'un Français sur 3 souffre de douleurs chroniques. Une fois par an, le président présente ses vœux, et une fois par an, il a une pensée pour tous ceux qui sont seuls, aussi une personne sur 3, et pour tous ceux et celles qui souffrent. Et eux aussi, c'est une personne sur 3 en France. Et ce serait bien qu'on ait cette pensée, pas qu'une fois par an, qu'on en parle beaucoup plus, parce que la douleur, c'est aussi un handicap invisible. Il n'y a rien de plus invisible que la douleur. Vous avez l'impression d'être marié à elle, qu'elle remplace votre âme, et pourtant à l'extérieur, personne ne se doute de rien. On va parler de tout ça, et puis on va parler des notes d'espoir et de ce qu'on peut faire pour la combattre, parce que vous verrez, il y a beaucoup de choses à faire. Lou, bienvenue, je suis ravi de t'accueillir. C'est partagé. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment? Parce que j'ai commencé à te présenter, mais je suis sûre que j'ai oublié des choses. Alors en ce moment, je fais beaucoup de choses. Donc à la base, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Donc j'ai commencé sur YouTube, mais maintenant j'expand un peu ça sur TikTok et Instagram. Et à côté de ça, je touche à pas mal de choses dans le monde artistique. C'est-à-dire que je suis à l'écriture de mon 2e roman, qui sera une fiction sur la mythologie grecque. Je vais bientôt tourner mon 2e album en studio, donc avec mon groupe de musique que vous avez pu écouter en début de cette vidéo. Et voilà, et j'essaie de survivre dans ma vie de tous les jours. Voilà. Dis-moi, à quel âge est-ce que tu as commencé à avoir mal? De quelle manière ça s'est manifesté? Alors, mes premiers souvenirs de douleur qui n'étaient pas une douleur normale, j'avais 4-5 ans, ce qui est très très jeune, et j'étais en fait en cours d'éveil musical. Et pendant ces cours d'éveil musical, je devais rester debout près du piano pendant que le professeur jouait du piano. On devait rester debout en train de chanter, et je me rendais compte que contrairement aux autres élèves, j'avais beaucoup de difficultés à rester debout. Que ce soit des douleurs dans les jambes, des douleurs dans les articulations, dans le dos, mais aussi je commençais à faire des malaises très très facilement. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire « Ah tiens, peut-être il y a quelque chose de pas très normal ». Mais c'est que plus tard que je l'ai verbalisé. Et à quel moment est-ce que ça a commencé à devenir insupportable, à devenir vraiment pesant dans ta vie? Déjà, il y a une sorte de mythe que j'aimerais débunker, c'est un bon anglicisme. Quand on est enfant, on souffre tout autant que quand on est adulte. Il faut s'imaginer que pendant un certain temps, on n'utilisait pas vraiment d'anesthésique et d'antidouleur sur les enfants, parce que je ne sais pas pourquoi, on s'imaginait qu'ils ne souffraient pas. C'est tout à fait étonnant. Il y a eu ce même genre de mythe autour de la migraine. À une époque, on se disait que c'était que dans la tête. Mais évidemment que c'était dans la tête, mais c'était une vraie maladie. Et on se fait toujours une image idéalisée de l'enfance, où on se dit que quand on est enfant, on ne peut pas avoir mal, on ne peut pas avoir de pathologie psychiatrique, on ne peut pas souffrir comme les adultes. Mais ça, c'est une projection. On souffre tout autant, on est équipé des mêmes émotions et de la même douleur, et c'est pour ça que c'est, quand on est parent, encore plus important d'être vraiment à l'écoute de nos enfants, parce qu'ils peuvent avoir très mal sans qu'on s'en rende compte. Mais toi, à quel moment est-ce que vraiment c'est devenu difficile ?
Mais en fait, pour moi, donc pendant, disons, toutes mes années de primaire jusqu'à mes 10, 11 ans, je pensais que c'était normal. C'est-à-dire que je le verbalisais pas à mes parents, parce que pour moi, souffrir à ce point, c'était devenu normal, c'était le quotidien, et je pensais que tout le monde vivait ça. À l'entrée au collège, par contre, c'est là que ça a commencé à devenir vraiment difficile. L'entrée au collège, ça a été très compliqué pour moi parce que donc mon état s'est un petit peu détérioré à ce moment-là. En plus de ça, mon état mental n'allait pas très bien également. J'ai subi de la phobie scolaire, du harcèlement. Donc je pense que tout ça a joué aussi sur mon état Mhm. physique. Et j'ai commencé à ne plus supporter des journées entières de cours. Physiquement, je ne tenais plus. Je ne tenais plus de devoir avoir un cartable de 10 kilos sur les épaules. Et c'est là que j'ai commencé à en parler à mes parents et que j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de mal. Donc suite à ça, j'ai été scolarisée à domicile pendant plusieurs années, justement parce que l'éducation nationale n'avait pas de solution en fait pour les élèves qui souffraient comme moi. Et est-ce qu'on a commencé à avoir des suspicions de maladie? On se disait que tu avais quoi comme problème? Parce que j'ai l'impression que déjà tout ton corps Alors, pouvait être douloureux. Et bah, au tout début, on pensait que c'était somatique, c'est-à-dire que quand j'étais en sixième, les rares fois où j'étais dans l'établissement dans lequel j'étais scolarisée, j'avais de très grosses migraines aussi qui étaient liées au bruit, en plus des Mhm. douleurs physiques. Et du coup, le médecin scolaire m'a fait aller à l'hôpital de ma ville dans la section adolescent pour passer des tests de QI. Et à ce moment-là, on a mis mes douleurs sur le dos d'un potentiel au potentiel derrière, sur ce genre de choses. Donc on ne me prenait pas énormément au sérieux. C'est-à-dire que toutes mes douleurs physiques, mes migraines, mes douleurs dans les jambes, ce genre de choses, on me disait, soit c'est normal parce que tu as un cartable, tu marches beaucoup, tu fais des trucs comme ça, soit c'est psychosomatique, c'est dans ta tête, ce ne sont pas des vraies choses. Et c'est que après ma majorité qu'on a commencé à vraiment me prendre au sérieux, que des médecins m'ont vraiment dit, il y a Mais quelque ça te chose faisait qui ne excuse-moi va Lou, pas, pardon de entre guillemets. t'interrompre, ça te faisait quel effet? T'avais l'impression d'être un imposteur en quelque sorte, ou t'avais l'impression que t'avais vraiment quelque chose mais qu'on ne prenait pas au J'avais... sérieux? Tu ressentais quoi? De l'impuissance, de la colère? Quel était ton sentiment? Parce que c'est vrai que une fois que t'as un médecin, puis un deuxième médecin, puis un troisième médecin qui te disent Mademoiselle, vous n'avez rien, il y a un moment, on a l'impression finalement d'être une fraude. C'est un peu dingue à dire, mais ben, c'était rageant parce que moi je la vivais cette souffrance, c'est-à-dire que moi elle était avec moi au quotidien, donc moi je savais ce que je vivais. Mais il y a des moments où je me disais mais ça se trouve je suis folle, ça se trouve c'est moi qui invente, ça se trouve c'est effectivement de la somatisation. On te répète tellement que c'est dans ta tête que tu finis presque par le croire. Donc moi quand j'ai eu mon diagnostic plus tard de mes maladies, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de soulagement parce que pour la première fois de ma vie j'étais écoutée en fait. euh, il arrive quand ce diagnostic? Ce diagnostic, il arrive très tard, il arrive à mes Mhm. 23 ans, enfin un peu avant mes 23 ans, à mes 22 ans. Et il arrive d'une façon très drôle d'ailleurs. C'est une abonnée Instagram qui était amie avec moi, avec qui je discutais souvent, qui a la Ouais. même maladie que moi et qui a remarqué sur mes photos et sur mes vidéos que j'avais des symptômes de personnes hyperlaxes, qui est un symptôme du syndrome des lèvres dans l'os. Elle a remarqué aussi que je parlais depuis longtemps de tous mes symptômes médicaux, et elle m'a dit, d'ailleurs je pense qu'elle me regarde sur le live en ce moment, et elle m'a dit, tiens, ce serait peut-être une piste à creuser, ce syndrome des lèvres dans l'os. Elle m'a fait contacter le centre dans lequel elle est suivie. J'ai contacté ce centre. S'en est suivi toute une période de diagnostic avec plusieurs examens, quelque chose vraiment d'assez conséquent. Et au bout de ce petit parcours du Petit combattant, parcours? euh, Grand parcours. petit parcours comparé aux 10 ans d'errance médicale que j'avais eu avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a su que c'était potentiellement un SED, donc un syndrome des lèvres dans l'os, à partir de ce moment-là, le diagnostic était relativement rapide. Mais ce qu'on a mis 10 ans à comprendre, c'est de quelle maladie est-ce qu'il pourrait éventuellement s'agir. Ouais, je crois qu'il y a des conseils importants à donner déjà à ce moment de l'entretien. La première chose, c'est quand on souffre, il faut trouver la cause. Mais c'est bien beau de dire ça. Ça peut être difficile. Parfois, les médecins peuvent mettre involontairement des bâtons dans vos roues. C'est-à-dire que et ça, c'est vraiment un problème de système de pensée. Il y a l'idée que si on ne trouve pas une cause physiologique, c'est forcément dans la tête, c'est forcément psychosomatique. Mais c'est faux. Si on ne trouve pas la cause, ça peut être éventuellement psychosomatique et ça peut être simplement une cause qu'on n'a pas trouvée. Donc faites attention. Quand vous allez voir des médecins, ne leur parlez pas trop tôt
de votre stress. Essayez de les pousser d'abord à trouver une cause physiologique. Il ne s'agit pas de leur mentir, mais simplement d'éviter qu'il y ait ce réflexe d'aller tout de suite à la cause psychosomatique, parce qu'une fois qu'on a cette explication, on ne réfléchit plus. Il y a ce même genre, par exemple, de biais cognitifs avec, à une époque, c'est moins le cas maintenant, mais le surpoids. Dès que vous aviez des problèmes, des douleurs de dos, des problèmes cardiaques, tout était centré sur le surpoids. On s'arrêtait de réfléchir à ce moment-là. Or, il y a les médecins généralistes, tous les médecins en général ont une connaissance qui est forcément limitée. Limitée à leur spécialisation, limitée parce qu'ils ne connaissent pas tout, surtout. Et donc, n'hésitez pas à faire votre shopping, c'est à aller de médecin en médecin, aussi à aller sur Internet, mais en essayant de trouver des sources, des sites Internet sérieux. Attention, on devient vite hypochondriaque, c'est clair, parce qu'on peut trouver des pathologies un peu partout, mais ça peut aiguiller, parce que dans les forums, parce que sur les sites Internet de référence des maladies, on trouve des choses qui sont moins connues, et donc ça peut être vraiment quelque chose de très utile. Et puis ensuite, si votre médecin ne trouve pas, si les premiers spécialistes ne trouvent pas, il faut aller à l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'à l'hôpital, vous avez des médecins qui font de la médecine générale, c'est des sortes de Dr House, ils sont tout à fait capables de chercher des diagnostics vraiment compliqués. À l'hôpital, on pourra se poser la question d'une maladie rare, et c'est là aussi que vous allez entrer dans une boucle qui va tout faciliter. Alors évidemment, c'est pas très agréable d'aller à l'hôpital, et c'est un doux euphémisme et une litote en même temps, mais c'est là qu'on trouvera les solutions, et c'est là que vous serez le mieux accompagné, et surtout il n'y aura pas ce délai d'attente et ce sentiment d'impuissance qu'on a quand on va voir des médecins en libéral. Et si après tout ça, soit on n'a pas de diagnostic, soit vous avez un diagnostic qui n'a pas, malheureusement, qui n'est pas curable, eh bien c'est là qu'on peut aller dans un centre antidouleur. Tu nous en parleras tout à l'heure, Lou. Il y en a un peu partout en France. On en parlera plus dans le détail, mais ça s'est bien amélioré. On peut faire plein de choses très positives sur la douleur. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, j'ai été un peu long dans ce que je viens de te dire, désolé Lou, mais c'était un peu pour cadrer les choses, parce que finalement, toi, tu as presque eu un miracle. On est venu te dire ta maladie. Mais ça n'arrive jamais. Mais par exemple, donc le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie qui est génétique, qui est héréditaire. Et c'est très fort possible que ma mère ait la même maladie, parce qu'elle a les mêmes symptômes que moi depuis toujours. Elle avait pour habitude de dire que la seule chose que notre arrière-grand-père nous a transmis, c'était les douleurs. Et ma mère, à 60 ans, du coup, n'entend parler de ce diagnostic pour la première fois qu'à travers sa fille qui en a 25. Donc c'est assez lunaire au final. Est-ce que tu peux me dire la fréquence de cette maladie, si tu la connais, et puis décrire un peu ses symptômes, parce que moi je ne connaissais évidemment pas ta maladie, et tu souffres d'une deuxième maladie dont tu vas nous parler également. Et ce qui est important, c'est que on puisse se mettre à ta place et imaginer la douleur. Vous voyez, Lou est devant vous, pour ceux qui ont la vidéo. Là, on est en audio. C'est une jeune femme qui est pimpante, pleine d'énergie. Ça ne se voit évidemment pas qu'elle souffre. Et c'est pas parce qu'on présente bien, parce qu'on sourit, parce que on est jeune, qu'on ne souffre pas. Et donc, connaître la maladie, aller d'une manière avec empathie, découvrir les souffrances des autres, c'est comprendre aussi ce qu'est un handicap invisible. Et donc moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ton handicap invisible, qui se constitue de 2 maladies. Qu'est-ce que tu ressens ? Quelles sont tes douleurs ? Alors, donc déjà de base, il faut savoir que le syndrome d'Ehlers-Danlos, on a longtemps cru que c'était une maladie rare, mais ce n'est pas une maladie rare, c'est juste une maladie qui est rarement diagnostiquée parce que les gens ne la connaissent pas. On n'en entend pas parler. Du coup, il y a très très peu de gens qui font une démarche de diagnostic envers cette maladie. Ensuite, concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble ? Ça va être principalement des douleurs. Moi, mes douleurs sont localisées principalement dans le bas du corps. Donc, ça va être les chevilles, les genoux, les hanches, donc les articulations principalement. Ça va être des douleurs qui vont survenir durant la marche, durant la position debout, qui vont venir aussi lors de crises quand je vais me subluxer, parce que dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, il y a énormément de subluxation. On peut se blesser, se faire mal très rapidement, très facilement. Et en plus de ces douleurs-là, donc que moi j'ai surtout dans le bas du corps, mais un peu aussi au niveau des épaules et des coudes, ça va être une peau très sensible,
Donc une peau qu'on appelle élastique, que les médecins aiment bien dire, ils ont la peau élastique, la peau chewing-gum, les patients qui ont un CED. D'accord. Donc ça va être une hyperlaxité, par exemple, vraiment une grande souplesse. Ça va T'es être un des presque critères aussi de souple qu'une diagnostic d'ailleurs. contorsionniste. Là, à l'écran, tu montrais, tu tordais ta main d'une manière incroyable. Moi qui suis le Oui, contraire de l'hyperlaxe, c'est très impressionnant. Et autant dire que voilà. tous ces symptômes, un pauvre médecin généraliste qui voit ça, ça lui dit rien. Mais Hmm. bien sûr, ça lui dit absolument rien. Et en plus de ça, il va y avoir énormément de maladies ou de syndromes qui vont être comorbides, donc qui vont être associés, dont ce qu'on appelle le POTS, ou syndrome de tachycardie posturale orthostatique. Et ça, c'est un syndrome de tachycardie, en fait. Et on le Donc le cœur diagnostique qui à s'emballe et qui va partir... très très vite, hein. donc le cœur qui s'emballe. Et le critère de diagnostic autour de ça, c'est ils te font passer un test où ils te font de la position assise à la position debout. Il doit y avoir une augmentation d'environ 30 BPM, voire plus. Ça, c'est le critère de diagnostic. Et donc, ce syndrome va faire que je vais avoir du mal à rester debout, à faire des mouvements brusques, à faire du sport, à faire de l'effort. Si je reste debout trop longtemps, je risque vraiment d'avoir la tête qui tourne. En plus de ça, avec le CED et donc le POTS, j'ai ce qu'on appelle des tremblements essentiels, Hmm. donc qui est aussi une maladie entre guillemets neuropathique, c'est-à-dire que constamment, je vais avoir les mains qui tremblent, Ouais. Le constamment. tremblement essentiel, c'est aussi une pathologie alors ça qui est plus répandue et davantage diagnostiquée. On se rend pas compte, les tremblements, déjà pour pas mal de personnes, ça crée des sortes de phobies, c'est-à-dire on a peur que les autres voient nos tremblements, c'est extrêmement courant. Il y a le même genre de peur, par exemple, avec les rougissements et les tremblements essentiels. Donc ça peut évidemment être dans les mains, mais ça peut être dans le reste du corps. Et c'est non seulement handicapant dans la vie courante parce que quand les tremblements sont forts, on n'arrive pas à se verser un verre d'eau, on n'arrive pas à manger sans être aidé, mais c'est aussi parce que trembler toute la journée, c'est épuisant. C'est-à-dire, c'est pas forcément une douleur, mais il y a des sensations du corps qui sont excessivement angoissantes, déprimantes et fatigantes, et le tremblement en fait partie. Ouais, complètement, complètement. Moi, justement, dans ces tremblements-là, ce qui me gêne le plus, j'ai envie de dire, c'est le regard des autres. Parce que toute ma vie, on m'a fait des remarques là-dessus. Toute ma vie, on s'est moqué de moi, clairement, même à l'école, à cause de ces tremblements-là. Et donc, ça nous en vient à un autre sujet qui est que parfois, ce qui est le plus dur à vivre avec le handicap, ça va être le regard des autres, Mm. en fait. Ça va être la façon dont tu es perçu par les autres, ça va être ce que vont dire les autres de toi. Parce que comme tu l'as si bien rappelé tout à l'heure, quand on voit pas que je suis malade, on voit pas que j'ai un handicap. On voit que je suis une jeune fille qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa vie. Et je fais face à tellement d'incompréhension de la part des gens qui ne me connaissent pas à cause de ça, parce que les maladies invisibles ne sont pas connues, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il y a tellement encore tout un tabou au-dessus de ça dans la société. Oui, et pourtant, des maladies invisibles, il y en a beaucoup, hein, ne serait-ce que par exemple l'endométriose pour les femmes, les tremblements essentiels, on en parlait, des douleurs, quelle que soit la cause. Je suppose que tu as une carte pour ton handicap. Est-ce que tu oses l'utiliser? Est-ce qu'on te fait des remarques quand tu coupes la file? Est-ce qu'il y a des gens humains ou est-ce que tu as juste le droit aux gens mal lunés qui te font des remarques en disant vous n'êtes pas une petite vieille, vous pouvez faire la queue. Alors honnêtement, j'ai toujours peur d'utiliser ma carte. Quand je suis toute seule, c'est très rare que je l'utilise et c'est pas normal d'avoir peur d'utiliser sa carte. Et c'est ma mère, en fait, qui m'aide beaucoup à l'utiliser. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive d'être avec elle, d'avoir une file de 15 personnes devant nous, par exemple à la caisse d'un magasin. Moi, je suis au bout de ma vie, excusez-moi l'expression, mais je suis vraiment extrêmement fatiguée et je n'ose pas sortir ma carte. Et là, c'est ma mère qui va me pousser, qui va me dire, mais si ma chérie, euh, si tu as une carte, c'est pour quelque chose. Parce que j'ai en moi cette peur. Cette peur que qu'est-ce que vont penser les gens, parce que les gens me voient sur deux jambes, les gens me voient jeune, les gens me voient ayant l'air en bonne santé, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et ça m'arrive très fréquemment d'avoir des réactions, d'avoir des gens qui m'insultent, d'avoir des gens qui me disent ah ben si elle met sa carte, moi je vais sortir la mienne, d'avoir plein de réactions de ce genre. Donc ça donne pas envie. Et puis quand ça m'arrive, je me sens terriblement mal parce que j'ai envie juste de crier à ces personnes-là, de leur dire mais voyez un peu ma souffrance intérieure, mais je peux pas le faire. Donc c'est très compliqué. Est-ce que tu as déjà essayé d'avoir une canne pour J'ai montrer, une canne, extérioriser ta souffrance?
J'ai une canne que j'utilise quand vraiment ça va pas, quand j'ai du mal à marcher. J'ai eu un fauteuil roulant dans les périodes de ma vie Oui, mais où est-ce que vraiment tu c'était très très l'utilises pour que les compliqué. gens voient ta douleur? C'est-à-dire que, tu vois, en fait, les gens Euh, sont souvent dans un rapport, ben, j'en fais partie, on est tous comme ça. Euh, un handicap, il faut que ça se voit. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est aveugle, s'il a une canne blanche, s'il a des lunettes très occultantes, s'il a un chien d'aveugle, les gens vont le respecter. Quelqu'un qui s'est cassé la jambe et qui a un plâtre, on va respecter ça. Souvent, il y a besoin de voir quelque chose, de vraiment de voir. Et je me dis, est-ce que quand tu sors avec une canne, est-ce que tu es davantage respecté? Alors c'est pas qu'on devrait sortir avec une canne, mais est-ce que ça simplifie les choses? mais en vrai, oui. En vrai, oui. C'est-à-dire que je ne vais pas instinctivement prendre ma canne pour ne pas être jugée, mais clairement, quand je sors avec ma canne, premièrement, j'ai moins peur d'utiliser ma carte, j'ai moins peur du jugement, et Mhm. puis les gens, comme si la canne donnait une absolution de, effectivement, c'est vrai, tu es malade, Oui, en fait. Alors que j'ai la canne, que je n'ai pas la canne, ça reste la même maladie, ça reste la même personne. on est d'accord. C'est vraiment une chose qui devrait changer dans notre regard. On devrait sortir un peu des stéréotypes sur la douleur, la maladie, les handicaps. Pour tout le monde, quand on parle de handicap, il faut forcément faut un fauteuil roulant, quoi. S'il n'y a pas de fauteuil roulant, c'est pas un vrai handicap, c'est pas sérieux. Et dis-moi, est-ce que il y a des médicaments pour soigner ton problème? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire? Alors, il y a des choses que je peux faire, mais il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire que le syndrome des nerfs dans l'os, on n'en guérit pas. Et il n'y a aucun médicament qui ne puisse transformer vraiment la qualité de vie et améliorer vraiment la qualité de vie. Par contre, il y a des aides qu'on peut mettre en place. Une de ces aides, ça va être ce qu'on appelle des vêtements compressifs. Les vêtements compressifs, à la base, c'est des vêtements qui sont utilisés par les grands brûlés pour compresser la peau quand il y a des greffes ou ce genre de choses, et qui, dans notre cas, va être utilisé pour maintenir les articulations. On a remarqué aussi que le sentiment de compression va aider dans les douleurs et pour éviter tout ce qui est subluxation. Donc ça va être des vêtements vraiment comme, moi j'ai un gilet compressif par exemple, qui est un gilet normal à manches courtes, Mhm. qui va être très très serré, qui est fait sur mesure. J'ai le pantalon qui va avec, j'ai les mitaines qui vont avec, j'ai les chaussettes qui vont avec. En plus de ça, j'ai des orthèses, donc des choses qui viennent me maintenir, par exemple les poignets, qui viennent me maintenir les articulations, qui ont été moulées sur mesure sur moi. Donc je suis allée les faire dans le centre où j'ai été diagnostiquée. Donc ça aide beaucoup. Ça te Ça aide fait par pas perdre exemple. en masse musculaire, de porter des Non, orthèses? parce que je les mets pas tout le temps. Je les mets quand je suis en crise, par exemple. Des fois, le simple fait de scroller sur mon téléphone, ça va me faire très très mal à la main. Mhm. Dans ce cas-là, je vais mettre mon orthèse qui me prend le pouce et je vais me poser un peu et je vais attendre que ça passe. Et comme ça, le manque de stimulation dans la zone qui fait mal va calmer un peu la crise qui est en train de passer. Quelles sont les, En plus de... Ouais, pardon, quelles sont les dis-moi, premières dis-moi. stratégies antidouleurs que tu as mises en place? C'est ça, c'est les premières que j'ai mises en place. Bien, enfin, Alors dans là ma pour moi, vie, tu vois, c'était avant des d'avoir mon stratégies diagnostic. très. Alors, ça limite les symptômes de ta maladie, mais c'est pas des stratégies générales sur la douleur. C'est Ouais. plutôt d'ailleurs Mais un effet à la base, les prophylactique. antidouleurs. C'est-à-dire que ça permet Ouais, d'éviter la mise en ouais, ouais. place de la douleur. Mais on est d'accord, hein, ça fait partie de ton arsenal antidouleur. Mais à quel moment est-ce que tu as commencé, puisque il n'y a pas de médicaments, il y a juste des manières de limiter un peu la casse. À quel moment t'es-tu mise, je sais pas moi, à utiliser des électrostimulateurs, à utiliser l'hypnose, à utiliser, je sais pas, quelles sont les stratégies que tu as développées en premier? Parce que quand on souffre, bah, si on n'est pas totalement anéanti, on devient souvent soi-même très inventif pour trouver des manières de s'en sortir. Et puis, bah, en grappillant à droite et à gauche, et puis grâce au centre antidouleur, on développe de bonnes stratégies. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Alors, les toutes premières stratégies que je mettais instinctivement en place des toutes petites, c'était l'eau chaude. Hmm. C'était prendre des bains quand j'avais une baignoire, prendre des douches chaudes. C'est-à-dire que quand j'étais pas encore suivie dans mon centre antidouleur, ça m'arrivait à 3 heures du matin d'être en crise de douleur, d'allumer ma douche, de mettre l'eau au maximum de sa chaleur et juste de m'asseoir dans la douche et de laisser l'eau me couler dessus. C'était la seule chose qui me calmait.
J'ai eu des antidouleurs, mais je veux pas en abuser, et même mes médecins ne me conseillent pas d'en abuser non plus, parce que ça peut être dangereux à la longue, parce qu'il y a de l'accoutumance, ce genre de choses. Et depuis très Donc ça crée, pour récemment, dire les choses très clairement, ouais, les molécules, par exemple, comme la codéine ou le tramadol, ce sont des substances qui sont très addictives. Donc si on les prend un petit temps, ça peut aller, mais au bout d'un moment, le corps en a besoin comme d'une vraie drogue, et donc ça demande un arrêt progressif et ça demande à être vraiment suivi. Et il peut y avoir aussi avec les antidouleurs parfois des effets rebonds, c'est-à-dire que quand on les arrête, la douleur revient. Malgré tout, hein, il faut quand même dire que heureusement qu'on a les médicaments, parce que quand ça va vraiment mal, hein, ça permet de limiter la casse. Et ce dont on parlera tout à l'heure, c'est que quand on multiplie les stratégies antidouleurs, ça potentialise les effets. Donc par exemple, sur ma chaîne, j'ai fait pas mal d'hypnose contre la douleur. J'en ai fait aussi dans mon dernier livre, par exemple. Et l'hypnose, ça permet de diminuer, on va dire en général au moins, ça divise la douleur par deux à peu près. Ça peut être bien mieux, ça peut être un peu moins bien, ça varie avec la pratique, etc. Ça s'améliore au fur et à mesure. Mais si on fait par exemple stratégie de médicaments plus les antidouleurs, ça va marcher encore mieux pardon, stratégie de médicaments plus hypnose, ça va marcher mieux que si on fait ces choses-là isolées. Et puis si on rajoute par exemple les vêtements de compression, ça va marcher encore mieux. Tout ce qui permet de baisser la douleur, si on le met ensemble, c'est plus efficace. C'est un petit peu comme si la douleur avait une mémoire, mais quand on a des approches conjuguées, et bien là on est beaucoup plus efficace. Donc, à toi, je t'en prie, excuse-moi. Moi, dès que je prends la parole, c'est horrible. Hein. Je parle pendant 10 minutes. Je suis le mais c'est pire des intéressant. intervieweurs. Tu parlais justement de l'hypnose. Moi, l'hypnose, j'ai connu ça pour la première fois dans mon adolescence, pour guérir de choses qui n'ont rien à voir, pour guérir de plusieurs phobies. Et c'est quand j'ai découvert ta chaîne que j'ai commencé à utiliser l'hypnose dans un but de me faire enlever les douleurs. Et la façon dont l'hypnose, moi, m'aide énormément, c'est que ça me crée un espace safe, un espace de coupure où Mm. pendant un instant, je peux souffler. Pendant un instant, je peux ne plus être cette personne qui a mal, mais être autre chose. Donc l'hypnose marche très bien chez moi. Je suis très réceptive et c'est quelque chose qui m'aide énormément. Moi, de base, l'hypnose, j'écoute ça tous les soirs pour m'endormir, que ce soit de l'hypnose pour dormir, contre les douleurs, même pour la confiance en soi, pour plein de domaines différents. C'est un outil que j'utilise vraiment énormément au quotidien. En plus de ça, je suis suivie du coup maintenant dans un centre antidouleur Mhm. parce que les années ont passé et j'avais toujours rien de concret pour pallier à ma souffrance. C'est-à-dire qu'on savait le nom de ma maladie, on savait pourquoi j'avais mal, mais on n'avait rien mis en place pour enlever cette souffrance-là, en fait. C'est-à-dire que les médicaments, comme tu l'as expliqué, c'était pas vraiment possible sur le long terme. Donc, je me suis dirigée vers un centre antidouleur. Et là, j'ai rencontré une médecin qui m'a honnêtement sauvé la vie. Qui m'a Mm. sauvé la vie et qui a mis en marche plusieurs protocoles pour pallier à ma souffrance. Premièrement, elle m'a prescrit un TENS, donc un appareil de neurostimulation, qui marche très très bien. Ça va être des patchs qu'on va mettre sur la zone douloureuse. Euh, on va augmenter la fréquence. Enfin, je pense que Alors, tu pourrais expliquer mieux que moi, excuse-moi peut-être. pour être un petit peu plus clair, Lou. En fait, on pose des électrodes sur la peau, en général, de chaque côté de la douleur, et on va passer un courant électrique dont on va pouvoir faire varier la fréquence. Le courant électrique passe dans les nerfs d'une manière plus rapide que le signal de la douleur. Et donc, l'impression qu'on a quand on a un TENS, c'est comme s'il y avait une sorte de vibration à la place de la douleur et comme une sorte de massage intérieur. C'est très agréable, ça masque le signal de la douleur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en général, on peut le porter toute la journée, il n'y a pas de contre-indication, sauf faut pas le faire en voiture, c'est déconseillé. Mais évidemment, pour tout ce genre de dispositif médical, c'est bien d'en parler aux pharmaciens, parce que les pharmaciens en vendent des TENS, on en trouve aussi sur le net, mais les pharmaciens en vendent, ou à son médecin. Et donc, au lieu de sentir la douleur, on va sentir cette agréable vibration. Et on peut le faire sur le long terme. C'est un effet plus général, ça permet de relâcher des endorphines, donc c'est un effet antidouleur global. Et c'est formidable, on devrait tous avoir ça dans notre boîte à pharmacie. C'est-à-dire que notre premier réflexe quand on a mal au crâne, mal à la jambe, au dos ou autre, ça devrait être
une séance d'hypnose, un électrostimulateur, et puis si ça passe pas, là on prend le paracétamol. Mais c'est quand même génial d'avoir des outils comme ça, extrêmement pratiques à mettre en place, et très peu de personnes connaissent les TENS. Ce qui est dommage aussi, c'est que pour que ce soit remboursé par la Sécu, il faut passer dans un centre antidouleur. Et ça, c'est pas très juste, parce que non seulement c'est pas très juste, mais c'est très bête, parce que ça ferait quand même faire des économies à la sécurité sociale. Mais bon, vous pouvez vous l'acheter, ça coûte 100 €, et c'est un bon investissement. On en a toujours besoin à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est super. Donc les électrostimulateurs, ça t'a changé la vie? Ça m'a changé la vie. En fait, ce que ça m'a apporté, c'est que c'était une solution pour stopper ma douleur que je peux utiliser à l'infini. C'est-à-dire, comme tu l'as si bien rappelé, y a pas de limite, il n'y a pas de durée limite. Donc, tu peux vraiment l'utiliser en si besoin, quand tu en ressens le besoin, et tu peux le laisser 45 minutes, 1h30, 2 heures. Et c'est ça, en fait, qui me fait énormément de bien. C'est une solution qui va, un peu comme l'hypnose, c'est-à-dire me donner une pause dans la souffrance et me permettre de souffler un peu pendant un moment. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on fait de l'hypnose, c'est d'apprendre à faire de l'auto-hypnose. Parce que l'état hypnotique, on a pu vérifier ça grâce à l'imagerie médicale, ça divise par deux l'activité des zones de douleur dans le cerveau. Donc, quelle que soit la séance d'hypnose, ça fait du bien. Si on fait des séances d'hypnose antidouleur, tout à l'heure on va en faire une en live, c'est encore plus efficace. Mais ce qui est génial, c'est d'apprendre l'auto-hypnose, parce que finalement c'est un peu comme si ta boîte à pharmacie, tu avais un super pouvoir en toi, un super pouvoir antidouleur, toujours accessible. Et quand on fait de l'auto-hypnose, au fur et à mesure on apprend à le faire à n'importe quel moment, à se mettre dans un état hypnotique, donc ce qu'on appelle une transe de plus en plus profonde, et ça permet comme ça d'échapper à la douleur. Y a un psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson, qui a révolutionné l'hypnose, qui est très connu de tous ceux qui aiment l'hypnose, et tout à fait inconnu de tous ceux qui ne s'intéressent pas à l'hypnose, mais il est très connu. Pour moi, c'est pas un gourou, faut pas exagérer, mais c'est vraiment une référence mais je suis pas le seul pour tout ce qui est hypnose. Il avait une maladie rare. On ne sait pas exactement ce qu'il avait, peut-être des allergies graves. En tout cas, il avait eu quand il était jeune la polio, et puis plus tard, il a développé des symptômes extrêmement douloureux. Ce qu'il faisait, c'est qu'il pratiquait l'auto-hypnose, et il avait une stratégie supplémentaire. La nuit, il mettait une chaise contre son lit et il mettait sa tête sur la chaise en bois pour avoir mal. Pourquoi ? Parce qu'une douleur qu'on s'inflige à soi-même est beaucoup plus supportable qu'une douleur subie. Bon, c'est pour ça qu'on se mord la lèvre, par exemple. C'est pour ça que on va, je sais pas moi, s'arracher les peaux des doigts, ou se faire comme ça des petites mutilations, pas dangereuses, mais en fait, ça permet de reprendre une partie du contrôle de la douleur. Et ça, cette stratégie, il y a aussi quelque chose qui permet de le copier. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est pas un placement de produit, évidemment. C'est une marque qui s'appelle le Champ de Fleurs. C'est des coussins, mais un peu façon yogi, c'est-à-dire avec des petits picots en plastique. Et on les met sur les zones douloureuses. Donc, au départ, ça pique horriblement pendant 1 ou 2 minutes. Et puis ensuite, eh bien, la sensation diminue pour être remplacée par de la chaleur, une détente musculaire, et ça remplace le signal de la douleur. Et ça, on peut le faire pendant une demi-heure, on peut le faire même plus longtemps, et ça a un effet antidouleur plus général. Et pareil, il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation de ce genre de stratégie. Alors vous pouvez aussi, je ne sais pas, trouver des manières un peu artisanales de vous faire mal sans vous blesser, mais ça au moins c'est une manière efficace, et on n'y pense pas forcément. Est-ce que tu avais, toi, la chaleur te fait du bien? Tu le disais tout à l'heure. La chaleur me fait du bien. C'est-à-dire que j'ai toujours à proximité une bouillotte, des patchs chauffants, le chauffage. C'est-à-dire que moi, de base, dans un environnement froid, je vais avoir beaucoup plus de douleur que dans un environnement chaud. Hmm. Euh, donc l'hiver, j'ai beaucoup plus mal qu'en été, par exemple. Donc la Ouais. chaleur a vraiment un rôle très très important dans La comment je me sens. chaleur notamment détend les muscles, ce qui fait baisser le stress. Certaines douleurs qui diminuent avec le froid, mais bien souvent la chaleur permet de le baisser. Donc il y a les bouillottes, il y a aussi tout ce qui est couverture chauffante. Alors on est d'accord que ton street credit et ton sex appeal diminue quand tu portes ce genre de choses. C'est assez moche, mais si ça fait du bien, c'est tant mieux. Et c'est aussi très bien d'avoir ça, parce que quand on a mal au cou, au dos le soir, bon on s'installe, on met la couverture chauffante là où on a mal, et le plus souvent ça diminue
diminue la douleur. Et ça, on n'y pense pas forcément, de la même manière qu'on ne pense pas forcément à prendre un bain ou une douche chaude pour diminuer la douleur. Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que quand les muscles se détendent, ça contracte moins les nerfs et en général, ça va vers une sorte de détente de la douleur et d'acceptation. Parce que ce qui est terrible dans la douleur, c'est que plus on lutte intérieurement et plus elle se renforce. Et alors, le message que l'on dit, c'est accepter la douleur. Mais comment on fait? C'est compliqué d'accepter la douleur. Mais le fait est que la lutte renforce la douleur. Et souvent, on sépare deux choses. On sépare la douleur de l'idée de souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont très mal. Très mal au dos, très mal. Bon, peu importe. Et ils le vivent plutôt bien, comme s'ils avaient mis de côté la douleur, comme s'ils l'avaient acceptée. Et d'autres personnes ont parfois des douleurs, on va dire, objectives moins fortes, mais qui se transforment en vraie souffrance, qui deviennent une sorte de fantôme qui les accompagne en permanence. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important de faire tout pour ne pas tomber dans la déprime quand on a mal. C'est-à-dire faire de la marche, ça a l'effet d'un antidépresseur, léger, mais à l'effet d'un antidépresseur. Sociabiliser au maximum. Pourquoi? Parce que si on commence à déprimer, ça va augmenter la perception de la douleur. Et d'ailleurs, parmi les médicaments qui peuvent être prescrits contre la douleur, il y a souvent des antidépresseurs parce que, alors évidemment c'est des choses dont il faut parler avec votre médecin parce que il diminue la perception de la douleur et ça fait partie aussi des médicaments soit que votre médecin généraliste peut vous prescrire, soit qu'on peut vous prescrire dans un centre antidouleur, mais quand on a mal, il faut vraiment pas mégoter et faire tout ce qui peut vous faire du bien, même si ça va un tout petit peu contre ses valeurs au départ. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on n'a pas vues ensemble et qui te semblent importantes? Ce que tu dis dans le sens ne pas s'isoler, rester actif, c'est très 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 important. C'est très très important, c'est quelque chose que mes médecins me conseillent et que je vois moi de base dans ma vie de tous les jours. Par exemple, très récemment, ça fait 1 mois que j'ai recommencé les cours de danse classique. Super. On avait fait quand j'étais petite, pendant une petite période, et j'ai eu envie de recommencer il y a quelques semaines. Et je me rends compte que même 1 heure de cours, quelque part dans ma semaine, depuis 1 mois, ça me fait un bien fou. Parce que ça me permet d'être active, ça me permet de sortir de chez moi. Parce que quand on souffre, on est tellement facilement isolé. On va tellement facilement se renfermer sur soi-même. On va tellement facilement se fermer la porte aux autres même. Parce qu'on va se dire que les autres ne comprennent pas notre douleur. Parce qu'on va se dire que ça va être trop compliqué d'expliquer aux autres notre douleur. Donc, rester entouré, faire des choses, rester sociable, pour moi, c'est vraiment une des clés à bien gérer sa douleur au quotidien. C'est vrai que c'est très 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 important. Milton Erickson, dont je parlais tout à l'heure, il s'était spécialisé dans le traitement de la douleur avec l'hypnose. Il aidait notamment les personnes qui étaient en fin de vie, qui souffraient de cancer. L'hypnose, ça peut être donc utilisé pour les personnes qui ont des cancers pour diminuer la douleur, pour être moins déprimé, moins angoissé. Ça peut diminuer aussi la nausée. Et quand il avait des patients qui étaient un peu rétifs, il leur disait, mais vous croyez qu'on ne peut pas travailler sur la douleur? Mais imaginez qu'un tigre rentre dans votre chambre d'hôpital. Est-ce que vous auriez mal à ce moment-là? Ben non. Non, parce que si le tigre est là, on est focalisé uniquement sur le danger. On a peur. Ubi major cessat. On pourra dire donc j'ai du mal à parler français. Ubi major minor cessat. J'en perds mon latin. C'est moi qui voulais faire mon kéké en utilisant mes 2-3 références en latin, c'est raté. Là où est le plus grand, le plus petit disparaît. C'est-à-dire que là où la peur se manifeste, la douleur disparaît. Donc le fait d'être occupé par autre chose fait diminuer la douleur. Et la preuve, c'est que même quand on a très mal, parfois, une musique, un film, une conversation, à certains moments, va être tellement prenant qu'on va oublier d'avoir mal. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'être occupé. Ça aussi, parce que ça permet d'éviter de sombrer dans la dépression qui majeure tout, qui transforme la douleur en souffrance, etc., etc. Mais vous voyez, on a tous en nous des capacités. Je vais te donner un petit exemple idiot tiré de ma vie. J'étais dans le RER avec ma nièce. Les portes commencent à sonner, ça s'ouvre. Et à ce moment-là, je me cogne très violemment contre un fauteuil. Et je me dis, non, là, je peux pas avoir mal. J'aurai mal sur le quai. Et tout d'un coup,
ma douleur disparaît. Je sors avec ma nièce qui devait avoir 5 ou 6 ans, donc j'ai pas envie de rater la sortie de RER. Et alors là, sur le quai, mais j'ai douillé incroyablement. Donc, on a en nous des capacités d'action sur la douleur. Elles ne sont pas commandables comme ça d'un claquement de doigts, mais l'hypnose, entre autres, permet d'y accéder. Si tu veux bien, Lou, je voudrais un petit peu parler des stratégies qu'on n'a pas abordées ensemble. Et puis après, j'aimerais qu'on parle de choses sympas. Et j'aimerais... Tout le reste était important et je pense que on l'a présenté d'une manière combative, optimiste et puis et que finalement c'était positif. Mais j'aimerais après qu'on parle de tes talents parce que aussi ça fait certainement partie des choses qui te font du bien et qui te permettent de t'extraire de ta douleur et puis parce que tu as plein de talents, donc c'est important qu'on en parle. Alors, simplement, pour résumer un petit peu ce qu'on a dit ensemble. Donc, première chose, quand on a mal, il faut se dire que c'est un signal que donne le corps pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on l'enlève avec plein de médicaments sans connaître la cause, eh bien, on peut rater un vrai problème. Donc, même avec l'hypnose antidouleur, on dit souvent qu'il faut d'abord avoir consulté pour avoir un diagnostic. Alors, si il s'agit de le faire un petit peu soi-même comme ça quand ça va pas, mais si c'est répété, il faut pas masquer totalement le signal de la douleur parce qu'il faut comprendre d'où elle vient. Bon, en parler à son médecin, faire son shopping, ne pas hésiter à aller à l'hôpital pour avoir de meilleurs diagnostics et puis se diriger vers un centre antidouleur si tout ça ne suffit pas à diminuer la douleur. Être occupé le plus possible, sociabiliser à fond, marcher si on y arrive. Éviter la sédentarité, c'est-à-dire que là vous nous voyez et Lou et moi si vous êtes en live, on est gentiment assis sur nos fauteuils depuis tout à l'heure dans la même posture, il n'y a rien de pire, ça tend tous les muscles, oui c'est vrai, on devrait faire un peu de stretching, s'étirer, prendre une pause, non c'est trop long, donc n'hésitez pas aussi à prendre des pauses toutes les 45 minutes pour marcher, pour bouger un peu, ça fera du bien à votre corps. Et puis n'oubliez pas que maintenant il y a des tables, des bureaux assis debout, c'est très bien, des fauteuils culbuto pour bouger un peu, enfin bref, faites tout pour éviter d'être tout le temps derrière un ordinateur, une tablette ou un téléphone, il n'y a rien de pire pour le corps. Maximisez les approches, donc il y a les médicaments bien sûr, mais il y a l'hypnose qui est hyper facilement accessible sur ma chaîne YouTube/iCoaching ou dans mon dernier livre Maîtriser les super pouvoirs de l'hypnose, mais vous en trouverez plein et des très bien sur le net, donc n'hésitez pas. La relaxation, on n'en a pas parlé ensemble, mais par exemple les techniques de respiration qui sont très simples, ça tourne toujours autour d'une même idée, c'est ralentir la respiration, ça diminue quand même de 20 à 30% la sensation de douleur, et c'est pas rien 20 ou 30%. L'hypnose permet d'avoir un effet supérieur, mais autant maximiser ses chances et pratiquer à fond la relaxation aussi parce qu'elle éloigne le fantôme de la dépression et ça c'est très important. La méditation peut bien marcher, mais il faut le faire en se disant que les résultats vont venir progressivement. Ça n'a pas cet effet waouh que peut avoir l'hypnose. Et en général, ça marche un peu différemment, même si c'est des techniques qui sont un peu proches. Ça permet d'apprendre à accepter la douleur. J'avais vu par exemple un reportage qui est très intéressant. On étudiait le cerveau de je ne sais plus quel est son prénom, c'est un moine bouddhiste tibétain, Ricard, je ne sais plus quel est son prénom, peu importe, j'aurais dû le préparer. Et ce qu'on voyait, c'est que sous imagerie médicale, c'est qu'il souffrait comme tout le monde, avec la même intensité, mais que la pratique de la méditation lui permettait d'accepter cette douleur et que donc elle partait plus rapidement. Accepter la douleur la fait partir plus rapidement. Donc la méditation c'est intéressant, mais il ne faut pas simplement se mettre la rate au courbouillon, ça prend du temps avant d'être efficace. La sophrologie, ça marche très bien aussi, c'est la même chose que l'hypnose quasiment. S'il y a des sophrologues qui nous écoutent, ils ne vont pas être contents, mais c'est vrai. Ne pas hésiter à aller voir un kiné et à bien le choisir. Choisir des gens qui ont des approches pragmatiques parce que si c'est 3 papouilles et juste un petit massage c'est pas hyper efficace en général, donc n'hésitez pas aussi à aller voir des ostéos si c'est compatible avec vos pathologies, si votre médecin est d'accord. Méthode Feldenkrais, méthode Mézières, je pourrais pas vous en parler parce que je les connais très mal, mais ça fait partie de ces thérapies à médiation corporelle qui ont plutôt bonne réputation.
Et puis, bah, ma foi, s'il y a des médecines douces qui vous font du bien, bah, n'hésitez pas. Du moment que c'est pas un gourou, du moment que ce n'est pas quelque chose d'horriblement cher. Moi, j'ai vu des patients revenir de chez un magnétiseur sans douleur, revenir d'un acupuncteur sans douleur. J'avais eu l'occasion, je pense que j'en reparlerai dans une autre émission, de rencontrer même un chaman tibétain qui était intervenu dans un centre antidouleur et il avait fait du bien aux patients qui étaient là-bas. Évidemment, les médecins ne considérait pas la maladie du tout comme lui, mais il l'avait accueilli. Il y a même un documentaire qui a été tourné, je crois que ça s'appelle Le médecin le chaman, qui est vraiment très très bien si vous avez la chance de pouvoir le revoir. Donc ça peut faire du bien, et l'important c'est le résultat. En vous disant ça, je ne vous dis pas de croire au magnétisme ou de croire dans une forme de chamanisme ou de panthéisme, etc. Je peux simplement vous dire que en voyant les résultats sur mes patients, moi je suis devenu adogmatique. Je me dis, si ça leur fait du bien, ma foi, tant mieux. Tant qu'il n'y a pas d'arnaque, tout va bien. Et puis, surtout, dans les techniques vraiment faciles et accessibles, champ de fleurs, donc les petits picots qui font mal au début et qui font du bien ensuite, les électrostimulateurs, les couvertures chauffantes et l'hypnose. Encore une fois, l'hypnose parce que c'est accessible. Et c'est, bon, évidemment, je suis un peu biaisé, hein, je suis très fan d'hypnose, mais c'est vraiment génial comme approche. Bon. Maintenant, changeons un petit peu de sujet et parle-moi de tes talents. Déjà, est-ce que... Je sais que tu as... Alors, on va parler... Ça va faire une transition. Tu es fan de tatouage? Oui, je suis... Et pour toi, c'est bien plus que quelque chose de décoratif. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le tatouage? Le tatouage, pour moi, ça représente tellement de choses. À la base, c'était un moyen de me souvenir. Donc quand j'ai commencé à me faire tatouer, c'était pour immortaliser des moments de ma vie, pour immortaliser des périodes de ma vie, pour immortaliser mon amour envers certaines personnes, envers ma mère, envers ce genre de choses. Et très rapidement, le tatouage, c'est devenu quelque chose pour me réapproprier mon corps. C'est-à-dire que dans ma vie, dans mon adolescence, je suis passée par beaucoup de périodes compliquées. J'ai souffert d'anorexie pendant très longtemps. Et pour moi, le tatouage, ça m'a permis d'orner mon corps, de mettre de belles pièces, de mettre de belles choses sur mon corps et de me créer une sorte d'armure au fil des tatouages, au fil des séances. Et, euh, et Et est-ce que ça t'a permis d'avoir quelque chose à aimer sur d'avoir toi? quelque chose à Ou à aimer, aimer en de toi? voir autre chose que mon corps nu, entre guillemets, quand je me regardais dans le miroir, d'avoir de l'art et aussi d'enlever cette dimension de le corps n'est qu'une chose charnelle et de rajouter une dimension artistique à ça. Parce que l'art a toujours été très très important, très très présent dans ma vie et j'avais besoin, pour me sentir mieux, d'apporter cette dimension artistique, au final même à ma personne en elle-même, quoi. Tu m'avais dit que c'était une sorte de bouclier pour Ouais. toi. Bah, Est-ce que tu peux me par l'expliquer? rapport à la douleur, justement, bah, je me suis fait des tatouages en style ornemental, donc en style purement esthétique, sur les tibias. C'est des tatouages très très grands qui vraiment font cette taille-là, sont en ligne très épaisse. Et j'ai fait ces tatouages-là, donc en symétrie, parce que à cet endroit, c'est là où j'ai le plus de douleur. Mes jambes me font vraiment énormément souffrir et j'avais envie de symboliser un bouclier au-dessus de cette zone qui me fait tellement souffrir et d'avoir une protection. Donc on peut appeler ça bouclier, on peut appeler ça talisman. C'est quelque chose qui me réapproprie ces jambes qui de tous les jours me font tellement mal, quoi. J'arrive à les aimer à travers le tatouage. Il y a un petit peu de visualisation dans ce que tu décris. C'est-à-dire que finalement, en voyant tes jambes différemment, elles faisaient moins souffrir. C'est vrai que souvent, la douleur crée de la détestation de soi. Alors toi, tu avais d'autres raisons, telles que je l'entends. Tu manquais de confiance en toi. L'anorexie, j'en parlerai dans un instant, mais ça crée aussi une critique extrêmement forte de soi-même. Peut-être la pire critique qui puisse exister. Et tu vois, ce que tu me décris, en fait, c'est très intéressant. J'ai vu une vidéo sur une chaîne que j'aime beaucoup, une chaîne YouTube qui s'appelle Pensée Sauvage, qui est une chaîne d'archéologie. Et sur cette chaîne d'archéologie, on parlait des tatouages qu'on avait retrouvés sur des momies. Et
les archéologues se demandent encore à quoi servaient les tatouages. Est-ce que c'était pour montrer qu'on était le plus riche? Est-ce que c'était donc montrer un rang, un statut social? Est-ce que c'était simplement décoratif? Est-ce que c'était une manière d'appartenance? Est-ce que c'était pour symboliser un attachement à un dieu ou quelque chose comme ça? Et on s'est rendu compte que certains de ces tatouages se situaient sur des zones de douleur. Donc on a vu ça, alors je vais dire des bêtises parce que je ne suis pas archéologue et que mes références ne seront pas assez précises, mais je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Pensée Sauvage. On a retrouvé donc des tatouages à des endroits de douleur, là où la personne avait de l'arthrose, des choses comme ça. Et souvent c'était a priori pour mettre un médicament au niveau de la plaie, notamment du charbon, qui a un côté aseptisant. Et on pense que toute une partie des tatouages avait un but de guérison, faisait partie de rituels de guérison. Et on sait que l'esprit est extrêmement important dans la vision qu'on a de la douleur. C'est-à-dire que si vous croyez que vous allez aller mieux, si vous croyez par exemple qu'un médicament va être efficace ou qu'un magnétiseur va être efficace, vous bénéficiez d'un effet qui est formidable, qui s'appelle l'effet placebo, et qui n'est pas du tout ridicule et qui peut avoir des effets extraordinaires. Là, il y a plein de choses qui peuvent jouer. C'est-à-dire que quand on tatoue quelqu'un, la douleur est plus forte que la souffrance en dessous. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être les médicaments, mais ça peut être aussi quelque chose de magique. On n'a pas besoin de croire en la magie, donc quelque chose de l'ordre de l'autosuggestion ou du placebo qui peut être extrêmement efficace. En tout cas, ça a certainement fait partie, le tatouage, des médecines les plus anciennes qui existent. Et donc, c'est super intéressant de se dire que à une époque où le tatouage est redevenu à la mode, toi, tu y as trouvé, je sais pas, un but de guérison, finalement, d'une certaine manière. En le faisant à ta sauce, en te l'appropriant, tu as créé ta propre petite magie pour aller mieux, et je trouve ça Mais génial. c'est vraiment ça, et le tatouage, ça peut être thérapeutique dans tellement de façons différentes. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui me suivent, qui m'ont dit à quel point le tatouage les a aidés à s'accepter physiquement, à accepter leur douleur, et je trouve ça fascinant. C'est vraiment fascinant l'effet que ça peut avoir. Alors, juste pour parler de l'anorexie. L'anorexie, on a une vision un peu stéréotypée. On se dit simplement, voilà, c'est quelqu'un qui a vu des mannequins trop maigres, des top modèles trop maigres et qui veut se comparer. C'est une jeune femme. C'est vrai que, en général, pour 10 femmes anorexiques, il y a un seul homme anorexique, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes. Mais cette vision, elle est extrêmement limitée. En fait, l'anorexie mentale, c'est une maladie du contrôle. On a besoin d'avoir un contrôle sur son poids, un contrôle sur son image, un contrôle dans son rapport avec les autres. On a besoin d'être parfait, d'être irréprochable. On se dissocie des sensations du corps. Donc, il y a beaucoup de personnes, de jeunes femmes anorexiques qui ont l'impression presque de voler, un peu comme les petits rats de l'opéra ou ces jeunes femmes qui font de la danse classique, qui ont l'impression de temps en temps d'échapper à leur corps et de ne plus avoir de poids. Et il y a quelque chose qui est vraiment très proche de la dépendance. Ça ressemble vraiment beaucoup à une dépendance. Et on distingue deux types d'anorexie. L'anorexie pénitente et l'anorexie abstinente. Très souvent, quand il y a des problèmes dans une famille, des parents par exemple qui veulent divorcer, c'est à ce moment-là qu'apparaît l'anorexie. Et on imagine, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est une manière d'attirer l'attention pour éviter que tout éclate. Et parfois, une thérapie familiale fait du bien. C'est-à-dire qu'une fois que le divorce est accepté ou si les choses vont mieux, parfois, ce type d'anorexie peut disparaître. Et puis il y a l'anorexie abstinente, qui est là une sorte de jeûne qui dérape. Quand on jeûne, on se sent léger, on se sent plus vif, on se sent plus en contrôle. Il y a un vrai effet du jeûne. Et c'est comme si on avait perdu le contrôle et que c'était devenu une drogue. Mais la drogue, il ne faut pas se méprendre, c'est pas uniquement la nourriture, c'est le contrôle, du contrôle sur tout, du contrôle sur ses émotions. Par exemple, on a beaucoup moins de plaisir, alors beaucoup de plaisir à manger, mais beaucoup moins de plaisir dans la tendresse, la sexualité, enfin voilà. C'est
C'est une maladie qui est très sérieuse. Il y a quand même 20% de mortalité, une jeune femme sur 5 qui en meurt, donc c'est une maladie grave. Et c'est une maladie qui a aussi un souci, c'est que bien souvent, la patiente ne veut pas être suivie, elle ne veut pas guérir. Et bien souvent, elle a très très peu de respect pour le psy parce qu'elle le considère que c'est un triple imbécile ou une triple imbécile. Et bien souvent, alors moi je travaille rarement parce que c'est pas ma spécialité, mais les quelques fois où je suis confronté à des jeunes femmes ou des femmes qui ont été anorexiques, bien souvent il faut leur rappeler, oui bon, vous considérez certainement que je suis un abruti, comme tous les psys, c'est à moi de vous prouver que c'est pas tout à fait vrai, et puis je vais vous décrire ce que vous ressentez, puis après on va voir ce que vous voulez vraiment faire, parce que je suis en clair, vous n'avez pas envie de travailler là-dessus. Et il faut commencer par ça, parce que sinon vous serez le N plus unième abruti, suivi du N plus deuxième abruti qui va suivre, etc. Et l'enjeu, il est gravissime. Donc voilà, l'anorexie, il y a par exemple des mouvements aux États-Unis de jeunes femmes anorexiques qui veulent qu'on respecte ça comme étant un mode de vie. Mais un mode de vie qui tue une personne sur 5, je suis désolé. C'est pas un mode de vie, c'est une maladie. Voilà, je sais pas si Ah, tu es non, mais d'accord avec complètement, moi, mais Lou. complètement. L'anorexie, pour moi, bah, c'était ça. C'était le contrôle. C'était au-delà de maigrir, parce que je suis arrivée à un point où bah, j'étais maigre. Même moi, qui me trouvais grosse, je savais au fond de moi que j'étais maigre. Mais c'était même plus ça. C'était même plus maigrir. C'était juste contrôler et contrôler le chiffre sur la balance, contrôler ce chiffre qui diminue, contrôler la diminution de ce chiffre, contrôler ce que je mangeais, voir que j'étais capable, me donner de la gratification à travers le fait de voir que j'étais capable de m'écrire, de voir que j'étais capable de me restreindre. Donc c'était vraiment du contrôle, vraiment, vraiment ça. Et je trouve ça terrible parce qu'effectivement, quand on souffre d'anorexie, on va très souvent ne pas vouloir guérir. On va très souvent ne pas vouloir guérir, sauf que quand on guérit pas, bah, au bout d'un moment, on meurt, tout simplement. Et on va finir au bout d'un moment où on va commencer à se complaire dans notre maladie. On va se sentir bien dans la maladie. Comme si notre maladie, ça nous fait être dans un canapé avec une couverture sur les épaules. Et sortir de la maladie Mm. et guérir, ce serait sortir du canapé, enlever la couverture et avoir froid pendant un moment. Donc c'est une image un peu, ça fait peur de vouloir guérir, ça fait peur de vouloir se sortir de ça, parce qu'on est dans un confort de contrôle. Et guérir, c'est une perte de contrôle. Donc je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis là-dessus. Et pourtant, il y a des signes, des symptômes qui sont évidents. Les jeunes femmes qui souffrent d'anorexie souvent se font vomir, donc ça crée des gros problèmes parce que ça crée une inflammation. Très souvent, elles sont en situation d'aménorrhée, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de règles du tout. Et puis ça crée des douleurs. Et puis au bout d'un moment, bah, elles sont vraiment, le corps est en souffrance. Et là, il y a un risque pour leur survie. C'est souvent d'ailleurs à ce moment-là qu'elles sont hospitalisées ou qu'elles acceptent enfin d'être hospitalisées. Et c'est très dommage d'être obligé d'aller jusque-là. Mais c'est une sacrée maladie et ce serait pas étonnant qu'on découvre une cause physiologique derrière parce que pendant une période on croyait que c'était la relation avec la mère, comme d'habitude, hein, c'est pas très inventif, on croyait que c'était la relation avec la mère qui créait ça. Alors bien sûr parfois on voit que l'un des parents est manipulateur, mais ça peut très bien être le père, hein, tout aussi bien que la mère. Alors ça peut jouer bien sûr, mais il y a une violence, une addiction qu'on retrouve pas dans les autres pathologies, même pas dans la boulimie. La boulimie, c'est moins violent, qu'on retrouve pas dans la dépression. Ça s'accroche pas aussi fortement et ça ne change pas autant la personnalité que d'autres pathologies plus courantes. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et maintenant, tes talents. Alors, laisse-moi je te l'avais dit déjà, mais donc je pensais que tu étais hypersensible et je crois que tu es à peu Oui. près d'accord avec cette idée. Donc, est-ce que finalement l'art, c'est ce qu'il faut à quelqu'un d'hypersensible? Je vais me la péter un petit peu en citant Schopenhauer, le philosophe, qui disait que pour sortir de la souffrance, pardon, il y avait trois chemins. Et l'un de ces chemins, c'était la contemplation artistique.
C'est le premier chemin qui donnait. Alors il y a la scène, il y a aussi une sorte de voie bouddhiste, de dissociation de ses émotions, voilà. Et le deuxième, je ne m'en souviens plus, mais ça m'avait marqué parce qu'il considérait vraiment que l'art était curatif. Est-ce Ah que c'est mais curatif pour toi? Et je suis sûr que ce n'est pas que complètement. curatif. Moi, je vais te citer une phrase dont je ne sais plus l'auteur, mais qui me parle énormément, qui me parle tellement que je l'avais écrite sur ma guitare, sur ma toute première guitare. C'est une phrase en anglais qui dit Art is our only salvation from the horror of existence. L'art est notre seul salut face à l'horreur de l'existence. C'est une phrase qui me parle beaucoup parce que moi, du coup, euh, j'ai beaucoup souffert toute ma vie, physiquement, mentalement. Je passais par des moments très compliqués. Et l'art, ça a toujours été la chose, et sous toutes ses formes, que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, le théâtre, la musique, ça a toujours été ce qui m'a fait avoir une voix quelque part. Que ce soit à travers l'écriture où j'écrivais comment je me sentais, à travers la musique où je chantais comment je me sentais, je chantais mes émotions. Et pour moi, l'art, c'est tellement thérapeutique. Par exemple, je dis toujours, quand je suis heureuse, je chante, quand je suis triste, je chante, quand je suis en colère, je chante. Peu importe mes émotions, je vais chanter et ça va être un moyen pour moi d'exprimer mes émotions et de parler peut-être avec un peu plus de pudeur que de parler simplement avec des mots, j'ai envie de dire. Parfois, il y a un langage artistique qui passe mieux que ce qui ne passerait qu'avec des mots, je trouve. Ouais, qui est peut-être finalement Ouais. plus direct. C'est-à-dire qu'en prenant des détours, on parle d'âme à âme et on transmet des émotions. C'est palpable dans la musique, mais pas uniquement. Est-ce que ça, tu te mets en transe Alors, quand tu joues de la musique, quand tu écris? Est-ce que tu ne vois plus le temps passer? Est-ce que tu oublies tout? Voilà, quelle est ton expérience de Alors, la l'acte de façon création? dont j'écris, là je vais parler de création, donc écriture, que ce soit écriture de mon roman, mais aussi écriture musicale. Je fais de l'écriture automatique, c'est-à-dire que il y a une trentaine de chansons peut-être que j'ai écrites qui me sont venues, mais instinctivement, c'est-à-dire comme si les phrases étaient déjà construites quelque part et que moi je ne faisais que les réécrire sur du papier. Donc ça m'arrive très 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 souvent. Les trois quarts de mes chansons, de mes romans ont été écrits comme ça. Et ah non, mais Donc, tu étais en c'est transe. incroyable. Parce que ce que tu me décris là, l'écriture automatique, les surréalistes adoraient ça, mais c'est aussi une technique qui est utilisée en hypnose, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que quelqu'un soit dans un état de transe tellement profond que cette personne-là va se mettre à écrire sans se rendre compte qu'elle est en train d'écrire. Et finalement, alors c'est des grands mots, mais c'est comme si on avait un accès direct à l'inconscient. Ce phénomène, on appelle ça aussi la dissociation. C'est-à-dire que tu joues donc de la guitare, Ouais, violoncelle, piano, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Et tous les musiciens connaissent cette sensation extraordinaire. C'est la suivante, c'est la main qui bouge toute seule, les doigts qui jouent tout seuls, et la musique qui sort toute seule. Et c'est comme si ça avait son autonomie et de toute façon, tant qu'on est dans quelque chose où on s'observe, c'est un peu tâcheron. C'est que lorsqu'on arrive à se dissocier comme ça et à laisser le corps jouer ou l'inconscient jouer, qu'il y a quelque chose de merveilleux qui ressort. Dans On the Road de Jack Kerouac, sur la route, il y a un passage qui est extraordinaire où il décrit des gens qui se réunissent pour faire un bœuf de jazz, donc ils se regroupent, ils font de l'improvisation ensemble et à un moment, ils sont le hit, la chose, le ça. À un moment, ils accèdent à une sorte de transe ensemble. Et quand on y pense, la musique, elle a toujours été liée à des états de transe dans le vaudou. Ce sont les percussions, les chants qui vont mettre en transe les gens. Et quand on est dans une société très rationnelle, ce genre de choses, on n'a pas forcément envie de les voir. Mais le fait est que faire de l'art, qu'on en fasse bien ou mal, mais se donner entièrement à ça, c'est un kiff complet. C'est une transe formidable. Et c'est aussi pour ça que dans les centres antidouleurs, il y a souvent de l'art-thérapie, parce que ce sont des moments de dépassement de soi. Et j'aime aussi beaucoup ta manière de dire que l'art donne du sens au monde. Quand on est confronté à un tel degré de souffrance, quand je pense à tout ce que tu as subi, on a forcément un questionnement existentiel. On se dit, mais putain, mais pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, est-ce que Dieu s'amuse à me faire vivre ça? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que simplement le monde n'a pas de Dieu et est tout simplement horrible? Qu'est-ce que j'ai fait
pour mériter ça, est-ce que j'ai été si mauvais que ça dans une vie antérieure? On se pose un questionnement existentiel et forcément, cette réflexion, elle va être biaisée, elle va toujours se tourner vers une angoisse, un désespoir, une impuissance, une rage. Et l'art, ça permet de donner du sens à sa vie, de ressentir du sens. C'est difficile de décrire ce que c'est que le sens, hein. Plus on essaie de le décrire, moins on le perçoit, c'est comme le temps. Mais ça permet de donner du sens. Et en ayant ce sens, de reconstruire une foi, non pas dans la vie en général ou dans le monde en général, mais une foi en sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux. C'est important de redonner du sens à sa vie. Et l'art en fait partie. Encore une fois, on n'est pas tous faits pour être de grands violonistes, de grands écrivains, etc. Mais on a tous en nous une envie de créer, une envie de nous exprimer, un chant qui nous est personnel et qui ne demande qu'à sortir. Et ça doit être super, les gens qui partagent ta vie, ta famille, etc. Ils doivent vivre dans une sorte de comédie musicale non-stop. C'est un peu ça. Non, mais surtout qu'au fil de ma vie, je me suis donnée à tellement de choses différentes. J'ai fait 12 ans de théâtre, j'ai fait conservatoire de musique, j'ai écrit, j'ai chanté. Donc, s'il y avait toujours quelque chose à faire. J'ai oublié de dire que tu étais comédienne, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de théâtre, un peu de cinéma. Mais j'ai envie de dire, ça vient de l'intérieur de moi. Enfin, j'ai besoin de ça pour me sentir vivante. J'ai besoin de ça pour me sentir heureuse, en fait, tout simplement. Je n'imagine pas ma vie sans tout ça. Ouais. Mais tout le monde a besoin de ça. Si tu prends par exemple les cahiers de dessin qui sont à la mode depuis, je sais pas, une dizaine d'années, il y avait des gens que ça faisait rigoler parce qu'on associe ça avec le domaine de l'enfance. Mais se concentrer sur une tâche, donner de l'harmonie et de la beauté à cette tâche, quelle qu'elle soit, que ce soit broder, faire de la cuisine, raconter une histoire à ses enfants, jouer d'un instrument, peu importe. C'est quelque chose qui fait profondément du bien à l'âme, qui apaise l'esprit et qui pour moi est une forme d'hypnose, est une forme de méditation et encore une fois ça permet de se dire que ça vaut le coup. Et ça c'est souvent le début de la guérison, c'est souvent la chose qui permet de sortir de la dépression, c'est le mobile ici, le mobile et le mouvement dans le mouvement. Il y a un truc qui nous dit allez, on se redresse, on y va, ça vaut le coup. Et je ne sais pas ce qu'est le monde, mais je sais que je peux faire des choses belles dans ce monde-là, donc ça vaut le coup. Lou, on va bientôt... bon, on ne va pas vraiment se quitter parce qu'on va faire une séance d'hypnose, mais on va bientôt passer à la séance d'hypnose. Je voudrais vraiment conseiller tous tes réseaux sociaux. Lou Volchitsa, ça veut dire la louve en russe. Alors je fais le malin, mais c'est Lou qui me l'a expliqué avant l'interview. Alors félicitations Lou, hein, t'as réussi à avoir un pseudo qui est encore pire que mon nom de famille, hein, Lubzinski, si vous voulez voir ma chaîne d'hypnose, etc. Moi je l'ai hérité, hein, je me suis pas, c'est pas un pseudo. Je sais pas pourquoi c'est très beau, mais c'est compliqué à écrire. Donc Volchitsa. Voilà. S-T-A. Voilà. C'est pas grave. Je vous le dis à l'envers, c'est peu importe, mais de toute façon, vous retrouverez très facilement. Surtout, allez voir son album. Je l'ai écouté évidemment en entier. C'est un bonbon pour l'âme. Ça fait du bien à l'âme. C'est doux. C'est un petit peu triste. C'est un petit peu nostalgique. Mais c'est tellement doux que ça emporte. Et je suis sûr qu'en écoutant l'album entier, à la fin, on se sent mieux. La musique adoucit les mœurs, elle adoucit aussi les douleurs. Donc c'est un très bon antidouleur que je prescris très volontiers. Tu nous donnes le Alors nom l'album de est sur ton Spotify album et sur toutes les plateformes de streaming. Ça s'appelle Confined Love, donc en anglais Amour confiné, et c'est du groupe Ocean's Crown. Donc Ocean comme océan et Crown comme couronne en anglais. Ouais. C'est joli, hein. Lou, je te remercie infiniment. Surtout, on a parlé de ta douleur, de ton parcours. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est vraiment porteur d'espoir, c'est de voir que tu as réussi à te construire malgré la douleur, ou peut-être avec la douleur, ou peut-être grâce à la douleur. Il ne s'agit pas de la remercier, mais en tout cas, c'est souvent dans la souffrance que se forgent les âmes les plus intéressantes, les personnalités les plus
les plus lumineuses, on va dire. Et trouve ça formidable ce que tu as déjà réussi à en faire et que tu puisses aussi en parler d'une manière aussi libre. C'est assez formidable parce qu'on ne devrait pas se cacher parce qu'on a mal. On devrait pouvoir en parler. Il y a une citation de Terence que j'utilise tout le temps. Vous m'avez déjà entendu 10 fois la dire. C'est je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Bah, parler de sa douleur, que ce soit un tremblement essentiel, que ce soit des rougissements, parce qu'on peut en souffrir des rougissements, que ce soit une maladie orpheline, que ce soit des maux de dos, tout le monde est capable de comprendre. On connaît tous la douleur, donc on est capable tous de l'accepter. Euh, on a parlé déjà de pas mal de solutions. Dans le prochain épisode, bah, on va faire une séance d'hypnose ensemble. Et vous allez voir, bah, on a des moyens d'agir sur la douleur. Et logiquement, dès la première séance d'hypnose, on ressent un vrai mieux-être. Et avec la pratique, ça devient toujours de plus en plus évident. Mais surtout, un grand merci à toi, Lou, pour ta sensibilité et Bah, pour merci l'avoir à toi de partagé m'avoir avec donné nous. un moyen pour le partager. Merci beaucoup. Vraiment merci.